Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une naturopathe qui a comme spécificité de traiter de la santé digestive et on sait à quel point c'est important lorsqu'on traverse la transition de la ménopause, mais pas que d'ailleurs. Voilà, donc merci beaucoup Armelle Huette d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler de ce sujet qui est absolument passionnant. Justement, écoutez, je vais vous poser la toute première question. C'est qu'est-ce qui vous a amené à devenir naturopathe? Parce que en regardant un petit peu votre parcours, je crois que vous venez d'un tout autre milieu. Donc, comment ça vous est venu cette envie de devenir naturopathe et en plus de vous spécialiser dans la santé digestive? Alors effectivement, j'étais dans la banque et enfin tout ce qui est banque et assurance avant pendant une quinzaine d'années et ensuite, en fait, ça manquait de sens pour moi. C'était assez commercial. Je me suis toujours intéressée à tout ce qui tourne autour du bien-être et à la nutrition notamment, tout ce qui est voilà. Et puis j'ai un intestin irritable depuis toujours. Et j'ai un SOPK, donc il y a un dérèglement hormonal. Donc en fait, je suis d'abord passée par Les Petits Princes, qui est une association pour réaliser les vœux d'enfants malades. Et là, je me suis dit que il fallait que je trouve un métier qui porte du sens dans ce que je fais. Et donc j'ai fait un bilan de compétences et j'ai découvert la naturopathie grâce à ça. Et donc j'ai fait ensuite 2 ans au Cénato, qui est une école sur Paris qui était gérée par Daniel Kieffer. Et après, tout naturellement, en fait, souvent en naturopathie, on va vers ce qui nous intéresse et ce sur quoi on veut trouver des solutions. Donc, moi, c'était l'intestin et l'équilibre hormonal, les deux. Hmm. Oui, comme vous dites, en général, ce qui nous anime, c'est déjà se soigner soi-même pour Oui, pouvoir puis on après, comprend. Ouais, voilà, pour pouvoir ouais. partager aussi après aux autres. Donc, bon, intéressant comme parcours et puis vraiment à mille lumières l'un de l'autre. Donc, mais bon, je me retrouve un tout petit peu dans votre parcours parce que quand j'étais jeune, j'ai fait aussi un petit parcours bancaire mais qui ne me convenait pas du tout non plus. Euh, alors, pour revenir à votre sujet et à notre sujet du jour, j'avais envie de vous demander quels sont, selon vous, les symptômes les plus fréquents liés à l'hygiène de vie et à l'alimentation après 45 ans. Donc, justement, dans cette préménopause, quand on arrive dans cette transition hormonale. Souvent, la digestion se ralentit un petit peu comme tout l'organisme. Et donc, je vois souvent des femmes avec des ballonnements, des troubles du transit. Donc, ça peut être soit diarrhée, soit constipation, soit une alternance des deux. Il y a souvent de la fatigue. Et puis, après, c'est une perte d'énergie, enfin, globale, une perte de vitalité. Et puis, elles ne se reconnaissent plus. Donc, ça commence en fait à se perturber et sans vraiment changer en fait ni l'alimentation ni leur rythme de vie. Ça vient à elles tout seul en fait. Oui, je confirme. Mm. Je confirme. Oui, ça s'est terriblement dégradé, en tout cas quand moi j'ai connu cette transition de la périménopause. Alors déjà que j'avais des soucis depuis très jeune, mais là ça s'est amplifié effectivement au moment de la ménopause. Et bon, j'avais plutôt une alimentation correcte, du sport, etc. Mais ce bouleversement hormonal, voilà, nous tombe un petit peu dessus. Et donc ça, oui, c'est vrai que moi ça a été aussi parmi les premiers signes en fait. Oui, C'est puis après, c'est vrai que si on a eu de l'endométriose, si on a eu d'un syndrome prémenstruel, enfin des douleurs hormonales, souvent soit c'est masqué par la pilule, soit voilà, on fait avec. Mais on va pas forcément sur la cause. Et donc, au moment de la ménopause, ça peut se compliquer en fait. oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors, on va dire simplement, parce que je sais que c'est un monde très complexe, ce qu'est le microbiote intestinal? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on entend parler du microbiote, qu'il faut soigner son microbiote,
mais finalement, on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, de quoi c'est composé, et pourquoi c'est si important justement dans notre santé. Alors le microbiote, c'est tout un univers, hein, c'est un petit peu comme un jardin. Il y a des centaines de milliards de bactéries. Il y a aussi des champignons, des virus. À l'intérieur de cette paroi intestinale, il y a un mucus qui va être important pour l'avancée des aliments et pour permettre aussi une meilleure assimilation des vitamines et minéraux. Donc c'est tout un écosystème en fait qui va être en lien avec à la fois la thyroïde, le foie, un petit peu tous les organes. Et il va abriter en fait 70% du système immunitaire. Donc, enfin, pour moi, c'est l'organe sur lequel il faut se pencher, en tout cas, si il y a des problèmes, notamment inflammatoires, parce que bah voilà, 70% du système immunitaire est logé au sein de l'intestin. Donc, c'est énorme. Oui, 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 oui. Et c'est pour ça qu'il y a autant de publications sur le microbiote qu'on en entend beaucoup plus parler aujourd'hui, parce que comme vous dites, finalement, c'est un organe essentiel dans Oui, notre bonne c'est qu'on santé. s'est beaucoup focalisé sur le cerveau. Et Oui, maintenant, les études sont un peu plus sur l'intestin et on découvre en fait voilà, toutes les bactéries à la fois bénéfiques, pathogènes, et en fonction, voilà, on hérite en fait surtout à la naissance hein, de ce microbiote, et on pourra moduler qu'une partie, c'est-à-dire que les 1000 premiers jours sont essentiels dans la santé digestive, et ça, on peut pas revenir non plus en arrière, mais on peut toujours arranger les choses. oui, on peut quand même améliorer, même si on a 50, 60 ans ou plus. Oui, Il y oui, a quand même des actions qu'on peut faire pour oui, améliorer bien sûr, son microbiote. heureusement. Ça, c'est rassurant. Et alors, justement, quelles seraient les habitudes qu'on pourrait mettre en place? Alors, des choses peut-être simples, hein, parce que c'est vrai que on est quand même dans un monde où tout va vite, où on est très occupé, où on n'a pas le temps, peut-être qu'on ne le prend pas suffisamment non plus pour sa santé, mais quelles seraient finalement les habitudes qu'on pourrait mettre en place pour enfin, soigner, entre guillemets, ou en tout cas entretenir Mm. une bonne santé au niveau de nos intestins sans tout bouleverser. Alors, je pense que la première chose, c'est de prendre le temps de mastiquer. Parce que la digestion commence dans la bouche et que l'amylase, donc qui digère les sucres, bah, peut pas agir si on avale et qu'on mange rapidement, qu'on mange debout, etc., devant un écran. Et donc, je sais que c'est pas simple, mais c'est sûr que c'est la priorité. C'est-à-dire que il faut mastiquer et manger le plus dans le calme possible pour qu'après, voilà, l'intestin ait moins de travail derrière. Donc, en tout cas, ne faire que ça. Et après, alors, bon, il y a différentes choses simples qu'on peut mettre en place. En général, moi, j'aime bien l'approche douce, c'est-à-dire qu'on fait au fur et à mesure, on ajoute des choses, voilà, qu'on va pas faire tout d'un coup, mais petit pas par petit pas, pour pas que ce soit trop, enfin, handicapant et qu'on n'y arrive pas. L'idée, c'est d'avancer et d'être sur du long terme. Et donc, d'avoir des aliments le plus brut possible et d'avoir des légumes la moitié de l'assiette. Enfin, il faut que les légumes constituent à peu près la moitié de l'assiette. Et si on peut, dans ces légumes, ajouter aussi des aliments fermentés. Donc ça va dépendre un petit peu des douleurs digestives, etc. Mais parfois, c'est pas possible tout de suite. Mais au fur et à mesure, ne serait-ce enfin une cuillère à café, petit à petit, permettre en fait d'ajouter ces aliments fermentés qui vont être essentiels pour nourrir le microbiote. Donc ça peut être de la choucroute crue, du kimchi, ça peut être des amidons résistants. Donc ça va être des pommes de terre, du riz, du quinoa. Ces céréales-là, si on les refroidit, on les cuit, on les refroidit, en fait, au refroidissement, les amidons vont être amidons résistants. Mm, Et ces amidons résistants sont essentiels pour nourrir le microbiote et les acides gras à courte chaîne, qui sont vraiment, notamment le butyrate, ce qui va permettre de nourrir en fait les cellules intestinales. mm, Et donc avant, il y avait beaucoup de légumes fermentés.
Euh, il y avait beaucoup de collagène, de bouillon d'os. Voilà, tous ces produits-là qui petit à petit ont été réduits, ben, sont très intéressants au sein de l'assiette. Et puis des bons gras, parce que encore aujourd'hui, on sous-estime l'importance des bonnes graisses. Mais quand on parle d'avocat, d'oléagineux, d'huile d'olive, enfin, il faut vraiment du bon gras pour avoir un bon cholestérol qui va permettre d'avoir un bon équilibre hormonal. Donc, Mhm. voilà. Oui, donc c'est pas toute une révolution, c'est comme vous dites, faire les choses petit à petit. Et c'est vrai que vous avez raison d'insister sur la première étape, c'est-à-dire la mastication. Mm. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, comme je disais, tout va vite, il faut optimiser tout le temps son temps. Nous, les femmes, on fait souvent plusieurs choses à la fois. Donc, moi, je vois, j'ai des amis qui travaillent, qui prennent leur sandwich, souvent mou. Donc, Mm. déjà, ça, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la mastication et qui vont faire leurs courses pour gagner du temps pour le soir. Donc, voilà, et je vois ma propre fille qui est orthoptiste et dans le cabinet, des fois, bah, il y a beaucoup de gens à voir. Et elle me dit, mais j'ai mangé en 10 minutes chrono. Voilà, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une façon de vivre qui est pas finalement tellement en adéquation avec une Non. bonne santé, j'allais dire générale et intestinale du coup, Ouais, parce non, que non, non, enfin, c'est pas possible de... c'est Et vrai puis, que, en fait, il faut, enfin, moi, je pense qu'il faut manger ce qu'on mangeait il y a 150 ans. ouais. Donc, si on, on est sur des produits industriels et transformés, du pain blanc, enfin, forcément, ça aura un impact sur le microbiote. Oui, oui, oui. Oui, puis ça demande. Puis bon, alors c'est un effort, oui et non. Ça dépend comment on le considère, mais de préparer son déjeuner Ouais. pour celles qui, voilà. Donc c'est vrai que ça demande un effort. Je vois ma fille, c'est ce qu'elle fait, ça demande un effort. Mais bon, elle respecte bien les quantités, malgré tout. Des fois, voilà, elle n'a pas le temps, quoi. Donc manger très rapidement, on sait qu'on avale de l'air, qu'on ballonne. Enfin bon. Mais Mm. non, non, mais vous avez quand même raison. Je pense qu'il faut le répéter, le répéter, le répéter, et même prendre ce quart d'heure pour soi et se dire qu'on se fait du bien, qu'on perd pas du temps à manger en fait, la nourriture. Ah, non, non, parce que c'est tout à gagner. C'est-à-dire qu'on peut faire simple, hein. Moi, je pense que la simplicité, elle est Oui, aussi importante parce que si on ouvre une boîte de sardines avec des endives qu'on coupe en morceaux et puis on ajoute un bol de riz, on a un repas complet en 5 minutes, hein. mm, Donc, je pense il y a toujours façon de se débrouiller, en fait. oui, oui. Et on est tellement mieux après que... C'est ça. C'est qu'après, quand on voit les bénéfices, bah du coup, Mm. ça nous encourage à continuer. Donc, Ouais, ouais. et alors, on entend, vous avez à peine, vous en avez un tout petit peu parlé de l'inflammation. On entend parler beaucoup de l'inflammation chronique et ce qu'on appelle l'inflamme aging. Donc moi-même, j'ai étudié ça pendant longtemps et je continue à l'étudier. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec votre parcours de naturopathe, qu'est-ce qu'on entend par cette inflammation chronique? Alors, c'est vague parce que l'inflammation chronique, c'est un peu le mal du siècle. C'est-à-dire que les maladies aujourd'hui, elles sont très inflammatoires. Et c'est assez nouveau hein, quand même, ces maladies-là. Et déjà, l'âge, enfin, le vieillissement crée un état inflammatoire. Et les œstrogènes sont anti-inflammatoires, entre guillemets. Mhm. Donc, le fait de cette baisse d'œstrogènes, on sera plus propice à un terrain inflammatoire. Et puis, les œstrogènes aussi permettent de réguler mieux la glycémie via l'insuline. Et donc, on a souvent, enfin, on peut avoir une résistance à l'insuline avec l'âge. Donc, on aura plutôt une prise de poids et on n'arrivera pas à perdre de poids. C'est-à-dire que on aura beau faire des efforts, la résistance à l'insuline bloque la perte de poids. Et ça, c'est une inflammation, voilà, en sourdine, silencieuse, enfin, on a tous besoin d'inflammation pour réparer le corps en cas de blessure, etc. Mais quand elle devient chronique, en fait, ça fatigue énormément, et c'est silencieux. Et au fur et à mesure, en fait, ça accélère le vieillissement, ça accélère en fait toutes les pathologies et ça dégrade à la fois le microbiote, mais aussi le foie, la thyroïde, enfin, les organes.
Ouais. Et, et voilà, enfin, le vieillissement plus l'inflammation, c'est un bon combo. Enfin, Et voilà, on va tout gagner. D'où l'importance d'être dans la prévention finalement. oui, l'hygiène de vie fait beaucoup hein, Voilà, et plus là-dessus. on a une hygiène de vie sans tomber dans des excès, mais on va dire correcte, Oui, ben, plus on peut espérer en tout cas réduire son inflammation au moment du vieillissement. oui, il faut toujours une partie de plaisir parce que la vie est faite de. Heureusement. Enfin, voilà, Oui. si on tombe en dépression, c'est pas mieux, donc il faut un juste équilibre en fait, Ah oui, toujours. oui, 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 ça, vous prêchez une convaincue, là, il n'y a pas de problème. Et alors, je sais qu'on a à peine un peu échangé sur ce concept et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est, vous, quand vous recevez des patients dans votre cabinet. Il y a plusieurs profils ou plusieurs types de femmes et c'est en fonction de cela que vous allez adapter vos recommandations. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et expliquer quels sont ces profils justement? Oui, bah, je trouve ça important parce qu'en fait, on vit pas la ménopause de la même façon. Il y a des grandes lignes, mais quand même, le métabolisme va différer. Et donc, dans ces trois profils, le premier profil, c'est la jeune femme qui est assez fine et qui, avec la ménopause, elle a déjà pas beaucoup souvent d'œstrogènes durant toute sa vie, mais alors, au moment de la ménopause, il y en a encore moins. Donc il y a vraiment un état de très peu d'hormones et elle aura plus la peau sèche, des bouffées de chaleur, plus de risque d'ostéoporose parce que les oestrogènes protègent les os. Et donc voilà, c'est vraiment il n'y a pas grand-chose. Euh, Après, le deuxième profil, c'est la jeune femme qui se masculinise, qui peut avoir un peu de moustache, comme les hommes, une paire de cheveux au niveau de l'alopécie androgénique, donc au niveau des tempes et puis au niveau du milieu de l'arrêt. Et en fait, elle aura donc la testostérone qui est précurseur des œstrogènes, mais on parle d'aromatisation quand on transforme la testostérone en œstrogène, et là, ça ne pourra pas se faire. Elle n'arrive pas à aromatiser. Du coup, bah, elle aura un excès de testostérone et bah, c'est bien handicapant. Donc là, à chaque fois, on peut agir dessus. Et le troisième profil, donc ça va être une femme plus ronde avec des formes plus féminines avec plus de seins et de hanches. Et les œstrogènes peuvent être fabriqués à partir de la masse grasse, à partir de la ménopause. Et voilà, il faut un juste équilibre. Et donc, quand il y a un surpoids, il peut y avoir quand même trop d'œstrogènes qu'on a du mal à détoxifier. Et donc, voilà, on a un petit peu ces trois profils-là que je distingue en consultation parce que je ne vais pas agir de la même façon. Et ensuite, on peut faire des analyses pour vérifier. D'accord. Oui, voilà. Donc c'est vraiment au cas par cas. Oui. D'accord. Et alors, bon, on en a parlé un tout petit peu, mais quel rôle, selon vous, euh, joue la santé intestinale justement dans la façon de bien vieillir et et aussi dans l'équilibre global en fait du corps? Ah bah, elle va agir à tout niveau parce que déjà le système immunitaire est logé dans 70% dans l'intestin. Mm. Euh, et en fait, il y a aussi tous les neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'avec le nerf vague, il y a vraiment une transmission entre l'intestin et le cerveau. 95% de la sérotonine est fabriquée dans l'intestin. Donc, on a tout intérêt aussi pour avoir un bon moral et une vitalité, une énergie, à avoir un bon microbiote. Euh, on aura une meilleure gestion de la glycémie avec un microbiote de qualité. Et voilà, en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure des études que les bactéries, en fait, conditionnent énormément nos attitudes, c'est-à-dire nos pulsions sucrées, notre envie, enfin, notre euh, nos pensées, tout ce qui est... euh, et donc, en agissant sur le microbiote,
on va pouvoir aussi aider à tout niveau en fait. Oui, et puis comme vous disiez tout à l'heure, quand on vieillit, on a un corps qui est davantage inflammé, donc forcément, Ouais. si on peut réduire déjà au niveau du microbiote et de l'intestin, ce n'est que mieux en vieillissant. Donc pour se retrouver dans une santé globale plutôt optimale. Oui. Et puis, je sais pas si les œstrogènes, enfin, au niveau de la détoxification des œstrogènes, ça passe par le microbiote dans la troisième phase. Et donc, à partir du moment où on a un microbiote de qualité, on pourra détoxifier au mieux les œstrogènes. Et donc, ça va intervenir sur la bonne gestion des œstrogènes aussi. Mm. Et alors, s'il y avait quelques erreurs que l'on peut faire, que vous avez pu observer au niveau justement de l'alimentation, est-ce que voilà, vous avez observé quelques erreurs, des choses un petit peu courantes que l'on fait lorsqu'on a, lorsqu'on fait nos choix en fait? Est-ce qu'il y a des choses Ah, qui reviennent, voilà, est-ce qu'il y a des ah schémas oui. qui reviennent ou qu'on pourrait peut-être réduire ou cesser. Oui, il y a des. Je vois deux choses surtout. Le premier, et ça c'est assez courant, c'est le manque de protéines. C'est-à-dire que bien souvent, avec l'âge, on a moins d'appétence pour la viande. Et donc, je vois beaucoup de personnes qui réduisent les produits animaux, surtout la viande, mais qui ne remplacent pas forcément par des protéines végétales, donc céréales, légumineuses. Et au final, on se retrouve avec des assiettes avec beaucoup de légumes, souvent. Ça peut être des salades, un petit peu de fromage, voilà. Et puis le soir, une soupe avec, mais pas grand-chose en protéines. Et donc, les protéines, c'est vraiment les briques du corps et elles vont aider à la digestion au niveau des hormones. Elles vont fabriquer en fait énormément de choses. Et puis, on a besoin de muscles aussi avec l'âge pour bien vieillir. C'est un marqueur de longévité. Et donc, sans protéines, on ne peut pas faire de muscles non plus. Donc, je leur donne en fait les équivalences de protéines. C'est-à-dire qu'un œuf égale à peu près 6,5 g de protéines, etc. Et on calcule dans leur journée combien il y a de protéines. Et en général, on est bien en dessous. Mm. Donc, faut pas être en surprotéines, mais là, on parle juste d'avoir un minimum de protéines pour bien vieillir. Et ça, c'est souvent mon conseil numéro un. Oui, oui, c'est vrai que je vois même autour de moi, j'ai des amis qui ont supprimé tout Mm. ce qui était à base de viande par peur de grossir et du coup qui se nourrissent voilà que de salade de bon mais c'est compliqué à bien expliquer en fait qu'on en a besoin et que, comme vous dites, on a besoin de nos muscles en fait. On a besoin de nos muscles déjà pour vivre, on a besoin de nos muscles pour nos os, et puis les muscles brûlent de toute façon de l'énergie aussi. Donc, Oui, puis dans la viande, en fait, ça va permettre à ce que le corps fonctionne correctement. Donc, on ne peut pas avoir d'enzymes digestives sans protéines non plus. Donc, si on ne donne pas le carburant, un des carburants au corps, en fait, il va être au ralenti et il ne pourra pas perdre de poids parce qu'au contraire, il aura plus tendance, on aura plus tendance à prendre du poids dans ces cas-là et à mm, être fatigué. Donc, après, il faut se tourner vers des protéines de qualité. Donc voilà, des bœufs nourris à l'herbe, des petits poissons gras, etc. Donc, euh, donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que souvent le petit déjeuner euh, est trop sucré. Donc, mm. on a tout intérêt à avoir un petit déjeuner plutôt salé et protéiné qui va conditionner toute la journée en termes de pulsions sucrées et en termes d'énergie. Oui, oui, moi j'ai changé il y a quelques années pour un petit déjeuner salé, alors que je me serais cru complètement incapable. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer. Je ne pourrais pas manger sucré le matin. Ouais, Sinon, d'abord, je me sens pas très bien. Et puis, 2 heures après, j'ai faim. Et voilà, non, vraiment, ça a été un sacré ouais, changement au niveau du petit déjeuner. Et c'est vrai que j'en vois les bienfaits. ouais. Je pense que c'est une des premières choses à mettre en place. Ouais, Parce ouais, que souvent, on voit un effet immédiat. Et après, on peut être sur un peu plus sucré mais intégrer des protéines. Enfin, voilà. voilà. Ouais. Oui, oui, parce qu'il y Faut a pas se plein forcer non plus.
On peut manger des flocons d'avoine, on peut faire Ouais, des puddings avec les graines de chia. Il y a plein de. voilà. Voilà, c'est pas forcément manger des œufs et de la saucisse dès le matin. Non, 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 Ça faut pas. convient pas à tout le monde, ça je le comprends très bien. Mais comme vous dites, c'est savoir associer en fait toujours un peu de protéines pour construire nos muscles. Et puis ça apporte de la satiété aussi. Donc, Ouais, ouais, oui. Et puis après, on peut se tourner vers un yaourt de brebis avec des oléagineux, un peu mhm, d'avocat ou voilà, ou des fruits, un petit peu de fruits. oui. Et alors, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est index glycémique bas. Euh, bon, il y avait déjà quelques années une grande mode autour des régimes à IG basse. Enfin, il y avait beaucoup de livres qui étaient sortis sur ces régimes. Ils parlaient vraiment de régimes à l'époque. Euh, et qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce type d'aliment? Ou déjà, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pertinent justement pour les femmes après 45, 50 ans de consommer des aliments à index glycémique bas? Euh, alors, oui, moi, je pense que globalement, c'est important. On n'est pas tous pareil logés à la même enseigne. Il y en a qui, quand même, gèrent un peu mieux le sucre que d'autres. Moi, avec un SOPK, j'ai tendance à moins bien gérer le sucre que d'autres. Et pour ça, j'aime bien faire les analyses. C'est l'hémoglobine glyquée, qui est la glycémie sur 3 mois, et de voir l'insuline, parce que souvent, on dose la glycémie, mais pas l'insuline. Et donc, voilà, bon, les analyses, ça permet quand même de voir un petit peu notre gestion du sucre. Et en fonction de ça, moi, j'adapte voilà, un petit peu la proportion. Mais quand même d'être dans les index glycémiques bas. Index glycémique bas, ça veut dire que globalement, il n'y aura pas une grande montée de la glycémie après un aliment. Enfin, ce qu'on va surtout éviter, c'est tout ce qui est pain blanc, farine blanche. Tout ce qui est où on a enlevé l'enveloppe en fait de la graine et là où il y a les fibres et les minéraux. Et donc on va arriver sur des produits plutôt d'aujourd'hui qui sont dénués en fait d'intérêt et c'est un pic de sucre là, c'est que du sucre. Donc on va se tourner plutôt vers les céréales complètes, les légumineuses et puis voilà les patates douces ou les pommes de terre refroidies en amino-résistants. Euh, et donc en fait, à la ménopause, comme les œstrogènes aussi permettent une meilleure gestion de la glycémie, plus le ralentissement global du métabolisme, on gère de moins en moins bien le sucre. Donc, je pense quand même que globalement, on a tout intérêt à aller vers les index glycémiques bas. Déjà parce qu'on se sent mieux. Et puis après, ça dépend de l'activité sportive. C'est-à-dire qu'on adapte en fonction de, voilà, de son sport. Oui, oui. Oui, parce que forcément, on n'a pas les mêmes besoins si on est plutôt sédentaire ou Oui. quelqu'un qui pratique un sport peut-être un jour sur deux et qui a une dépense énergétique beaucoup plus importante. Bah oui, oui, j'ai des femmes qui courent tous les jours, enfin, ou vraiment qui ont une Voilà. activité dense. Bah là, il faudra quand même des sucres lents parce que sinon, elle perdra en énergie. Oui, 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 Mm. encore une fois, c'est un peu suivant chaque cas. Ouais. Oui, parce que, Mais voilà, globalement, on n'a pas oui, besoin non voilà. plus de... Voilà, on n'a pas, oui, c'est sûr. Oui, j'ai compris. On n'a pas besoin d'avoir une surconsommation de sucre, ça c'est sûr. Et, euh, et alors, j'avais cette question, selon vous, qu'est-ce que c'est que bien vieillir au féminin aujourd'hui? Alors pour moi, bien vieillir, c'est déjà de se sentir bien dans son corps, d'aimer son corps, c'est-à-dire que son corps réponde bien. Euh, Alors pour moi, la digestion va être importante, enfin Oui, tout le digestif, parce que c'est quand même un indicateur assez important sur l'équilibre global. Et puis voilà, une belle vitalité, et une belle énergie. Donc, et vouloir avoir des projets, enfin avoir envie de faire des choses. oui, il faut avoir toujours un moteur, Ouais, pour ouais, avancer. ouais, un dynamisme. Oui, oui. On est au milieu de la vie, donc on a encore plein de choses à faire. Oui, 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 heureusement.
Euh, oui, parce que souvent, enfin, je vois des fois des réflexions que je peux entendre sur la ménopause, que ça y est, c'est le début de la fin. Voilà, c'est presque vécu comme une tragédie pour certaines. Et là, je parle même pas des symptômes, mais simplement bah, cette période où on se dit, bah, ça y est, je passe de l'autre côté du miroir vers la vieillesse, et puis c'est comme si la route voilà, elle était déjà toute tracée, qu'elle était assez noire et triste, et heureusement que non. On peut en Ouais, témoigner voilà, qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à vivre, et qu'on est finalement à une période de vie où on peut être aussi plus légère parce qu'on a moins de choses ouais. à gérer affectivement, enfin, pas toujours, mais en tout cas, on est sorti du gros, on va dire, avec les enfants, et voilà, on a un peu plus de temps parfois pour soi. Ah bah moi, je trouve que c'est une période où, oui, on peut faire plein d'accomplissements et on a toujours en tête des femmes âgées, mais très jolies et Hmm, qui font beaucoup de choses. Et donc, c'est vraiment, je pense, un état d'esprit à avoir. oui, Donc après, c'est sûr que moins on a de symptômes, plus on peut aussi tendre vers cette qualité de vie, en fait. oui. C'est ce que j'essaye de faire. Oui, c'est ça. Et alors, en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Armel. Et je termine toujours par cette question. C'est si vous avez un rituel beauté ou un rituel bien-être, est-ce que vous acceptez de le partager avec nous? Alors, moi, ce sont surtout les cheveux qui m'ont longtemps préoccupée. Avec SOPK, on a tendance à perdre les cheveux. Et avec la ménopause, Mm, oui. c'est pas non plus souvent, on va pas vers le mieux, en tout cas. Et donc, bon, là, je pense que ça fait presque 10 ans maintenant que je suis aux colorations végétales. Donc, j'ai trouvé un bon coiffeur sur Versailles. Mais en fait, le henné avec d'autres plantes, ça permet de fortifier le cheveu. Donc, ça, j'adore. Et puis en plus, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Enfin, voilà. Et ensuite, bah, tous les masques pour les cheveux qui vont nourrir. Donc, je les fais maison ou alors j'en achète de façon avec des marques qualitatives. Et de mélanger une huile de coco, d'avocat, moutarde avec de l'aloe vera. Je fais souvent moitié-moitié. D'accord. Et de les poser 1 heure avant le shampoing. Bah, ça va venir gainer, aider la kératine. Voilà. Et... D'accord. Avec la moutarde. pas C'est étonnant. forcément. C'est étonnant comme ingrédient. Là, la moutarde, j'en mets en petites portions. Mais la moutarde, oui, elle est fortifiante. D'accord. Bon, bah, c'est à noter alors. Mais en tout cas, un grand merci Armel et aussi quand même avant de se quitter, pour si on a envie donc de vous retrouver, où est-ce que vous exercez et est-ce que vous Euh, faites des visios ou est-ce que c'est uniquement à votre cabinet? je suis sur Versailles, donc j'ai un cabinet sur Versailles. Et après, oui, en visio. Je fais beaucoup de visio pour toutes les personnes en province ou ailleurs. Et D'accord. ouais. Je mettrai voilà, toutes les coordonnées pour qu'on puisse vous retrouver de toute façon dans les notes de l'épisode. Donc, bah, écoutez, c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous parler de notre santé digestive. Et à toi qui as écouté cet épisode, eh ben, je te remercie également et je te dis à très vite pour une nouvelle écoute. Merci Isabelle.